18 sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec le psychanalyste Gérard Miller. Bonsoir. Bonsoir. Avec le président du think tank Génération Libre. Bonsoir. Gaspard Koenig. Bonsoir. Avec le politologue, directeur du centre d'études et d'analyse Roland Quérol. Bonsoir Roland. Bonsoir Marc-Olivier. Je précise que ce soir, diffusé sur LCP, donc la chaîne parlementaire à 20h30, votre documentaire Sondage, influence et pouvoir avec du beau monde. J'ai vu François Hollande, Ségolène Royal, rien que ça. Donc ce soir, 20h30, la chaîne parlementaire. Merci. Et Alain Duhamel qui nous a rejoint. Rebonsoir Alain. Rebonsoir. Macron, donc, franchit le Rubicon. Brutus, comme l'appellent ses ex-collègues au gouvernement, grille donc la priorité à César. François Hollande. Emmanuel Macron annoncera demain, lors d'une visite dans un centre d'apprentissage de Bobigny, sa candidature à l'élection présidentielle. RTL vous l'a révélé donc dans l'après-midi. Un calendrier qui ne doit rien au hasard, avant la primaire de la droite et avant la candidature du chef de l'État. Alors Macron, officiellement en marche vers l'Élysée. Qu'est-ce que ça va changer? A-t-il de réelles chances de gagner? Comment voyez-vous donc cette candidature de demain sur les réseaux sociaux? Benoît Galeret, bonsoir. Bonsoir, eh bien pourquoi pas? Et même si c'est un peu tôt, craignent certains. Oh non, Emmanuel Macron, il me fait trop penser à un candidat de la Starac, éliminé, mais qui veut sortir son single solo quand même, écrit Jean-Louis. C'est surtout, estime Eric, qu'un ex-numéro 3 de l'Élysée qui se présente contre le chef de l'État sortant, les temps changent. Un président ne devrait pas laisser faire ça, mais il avait déjà prévenu qu'il le ferait juste avant le dernier débat. Au moins lui, il fait ce qu'il a dit, il défend Marie. Oui, enfin une personne provenant de la société civile, qui assume son passé de banquier, l'homme de la situation, s'écrit déjà Manuel, pas Valls, vous vous en doutez, un autre. Bof, encore un riche qui se prévaut de valeurs sociales démocrates, un monteur de plus en scène, se méfie Messaline, traître, lance même Nico. J'espère qu'on pendra haut et court les élus socialistes qui lui apporteront leur signature. D'autres doutent encore, joker ou poker, se demande Cathy. Et ils appellent les primaires, s'indigne Herly, avant d'admettre qu'il fallait s'attendre à ce qu'il ne passe pas par ce schéma classique. Moi, s'engager en essayant de perturber le processus démocratique de la primaire, c'est un coup de tordu qui augure mal de la suite, prévient Pierre. Et s'il est vraiment crédité de 15% des votes, ça va être serré au premier tour, calcul Romain. Et Raymond de conclure que la première victime de Macron pour lui, c'est Juppé. Les centristes n'ont plus besoin de voter pour lui. Et Fillon qui monte, ça va lui faire mal. Alors, Gérard Miller, à partir de demain, un vent de fraîcheur va souffler sur la politique française. Mais oui, un homme jeune, nouveau, qui n'est en rien impliqué dans la politique suivie par le gouvernement. Non, je trouve ça merveilleux. Je regarde ça comme un conte de fées. J'ai l'impression que c'est le jeune prince des histoires qui va se pencher sur la belle endormie qu'est la France et qui va lui donner un baiser sur les lèvres, peut-être. Non, je trouve ça invraisemblable. Moi, c'est une... Pourquoi invraisemblable? Je trouve invraisemblable que je ne crois pas, j'adore les raconter, mais je ne crois pas, contrairement à ce que vous pensez, aux contes de fées. Et je trouve incroyable, effectivement, que cet homme, dont l'expérience, je suis désolé de le dire à ceux qui ont envie de voter pour lui, dont l'expérience me semble quand même un petit peu mince. Je parle pas seulement de son expérience électorale qui est nulle, mais de son expérience politique en général qui est quand même très mince, qui a une jolie gueule, qui a effectivement un certain nombre d'idées, mais qui n'en a pas en France. Je trouve invraisemblable qu'il soit aujourd'hui en mesure de se penser présidentiable. Je trouve plus réaliste que Jean-François Copé se pense président de la République que Macron. Vous avez vu qu'au primaire de la droite, il a 2% voilà, des intentions de vote. Mais il a une expérience au moins derrière lui. Justement, c'est peut-être ça qui lui est reproché. Peut-être, mais c'est pas ça qui justifie pour autant que n'importe qui se présente. Ouais, Gaspard. Frais ou pas frais, comme le poisson dans Astérix, je trouve que Macron est intelligent et j'ai trouvé que le programme qu'il a commencé à dérouler, moi j'étais inquiet parce que je me suis dit est-ce qu'il va sortir un programme type jeune giscardien de droite classique finalement, assez parallèle à ceux qui sont proposés aujourd'hui par les candidats primaires de droite, ou est-ce qu'il va inventer des choses un peu nouvelles? Et je suis très rassuré par ce que j'ai lu dans l'Obs et les premières mesures qu'il a annoncées, qui sont extrêmement originales et intéressantes. Notamment sur l'école? Et qui, alors sur l'école et sur l'autonomie des établissements, mais sur le chômage et la rupture conventionnelle, c'est assez incroyable. Et ça, c'est un vrai changement de modèle et ça n'a pas été assez souligné. Mais l'idée de dire... En temps, il y a un Trump qui a été élu aux États-Unis, ça a un peu balayé l'interview de Macron. Mais finalement, mais il a raison Macron, parce qu'il a compris que face à la social-démocratie déclinante, poussiéreuse, il fallait changer de modèle et qu'il y a deux modèles qui sont à l'offre aujourd'hui. Le modèle collectiviste classique de droite et de gauche et un vrai renouvellement libéral. Et ce qu'il propose, j'aimerais quand même le dire en deux mots. Collectiviste de droite. J'ai raté une étape alors. Oui, lisez le programme de Marine Le Pen. C'est le même que celui de Mélenchon. Et donc, ce qui est intéressant, par exemple, cette histoire de rupture conventionnelle, il dit que désormais, vous aurez droit au chômage, c'est-à-dire en fait, la société va s'assurer collectivement pour le temps libre.
quelles que soient les modalités de votre rupture. Absolument. Que vous démissionniez, ou que vous soyez viré, ou que ce soit une rupture conventionnelle, ou vous soyez indépendant et que vous vouliez prendre un congé sabbatique. Et ça, c'est une rupture énorme, même dans la conception de ce qu'est un emploi salarié. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un monde purement de subordination contractuelle, où les gens sont soit virés, et à ce moment-là, on les dédommage, soit démissionnent, et à ce moment-là, c'est leur problème. Mais on est dans un monde où on partage finalement le temps libre, et qui est parfaitement adapté à l'émergence du travail indépendant. Et ça, c'est à la fois un libéralisme fondé sur l'individu, mais en même temps qui met en place les structures institutionnelles et légales qui organisent un cadre. C'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé, Roland Carroll, la semaine dernière, mais c'est une vraie originalité et qu'incarne candidat excellent Emmanuel Macron, des choses comme ça. Comme le souligne Gaspard. Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Gaspard. Vous savez, si Macron a fait une telle percée rarissime dans l'opinion en si peu de temps, c'est pas seulement sur sa belle gueule et sur le fait qu'il a l'air sympathique et toujours souriant. C'est parce qu'il incarne réellement quelque chose de nouveau. Nouveau sur le plan des alliances politiques. On va pas recommencer la guerre de religion entre la gauche et la droite qui a bloqué la vie politique française depuis si longtemps. On va essayer de prendre dans chaque camp et en dehors, dans des choses qui ne sont jusqu'à maintenant pas débattues par les politiques, de quoi proposer un programme d'innovation et de changement pour le pays. Et je trouve que tout ça mis ensemble, ça donne en effet quelque chose de nouveau dans le dispositif de l'élection présidentielle. Ça va changer les choses, d'abord parce que lui-même sera candidat, et parce que ça peut avoir des répercussions sur tous les autres candidats. Ça peut en avoir en termes de programme, puisqu'il dit des choses dont eux ne parlent carrément pas. Ça va les obliger à se situer par rapport à ces problèmes d'innovation en France. Et puis ça peut peut-être, moi je sais pas, si j'étais par exemple Alain Juppé, peut-être que je me dirais aïe, ça tombe mal à quelques jours d'un premier tour de primaire, parce que il risque de prendre des voix à Juppé, il risque, qui sait, d'influer sur l'ordre d'arrivée des candidats. J'en ai vu des macroniens qui rêvent déjà que ça sera Sarkozy qui sera du coup le candidat de la droite, et que du coup Macron peut au deuxième tour être celui qui va être présent contre Marine Le Pen, et donc, pourquoi pas, président à 38 ans. Vous croyez à cette hypothèse, vous, Alain Duhamel, vous croyez à cette hypothèse, à ce chemin? Non, pas du tout. Ça veut pas dire. J'ai dit que c'était pas complètement exclu. Oui, non, oui. Ça veut pas dire que je nie ses qualités. Par exemple, j'ai lu évidemment, comme tout le monde, très attentivement ce qu'il a écrit pour le Nouvel Obs. Bon, je trouve burlesque de publier une interview qui veut être vraiment de référence dans un hebdomadaire quand on sait depuis environ 5 ans quel sera le jour précis de l'élection américaine. Mais ça, c'est de la technique élémentaire. Cela dit, c'est la technique élémentaire qui veut aussi dire à quel point c'est un amateur en politique. Mais sur le fond, il avait des idées intéressantes. Je trouve qu'il avait tout à fait des idées qui en auraient fait notamment, comme ça a failli être le cas, un bon ministre du Travail et des Affaires sociales. Par ailleurs, je trouve que le personnage est un personnage séduisant. Je vois pas pourquoi je ne dirais pas le contraire. D'ailleurs, je l'ai dit assez souvent ici. Il est séduisant, il est intéressant, il est nouveau, il est différent surtout. Donc, j'arrive pas à voir cette différence. Expliquez-moi en quoi ça n'est pas un libéral comme on en voit tel un libéral. Parce que oui, mais je peux peut-être essayer aussi. Chacun son tour. Allez-y, d'autant plus qu'il me parlait. Allez-y. Ce n'est pas un libéral comme les autres, parce que les autres sont des libéraux français gaulliens. Un libéral français gaulien, c'est un étatiste. Lui, ça n'est pas quelqu'un qu'on peut définir comme un étatiste. Au contraire, il joue beaucoup plus de l'individualité, de l'autonomie et de l'innovation. Donc c'est très différent. Il est très différent de Fillon, Sarkozy, Juppé. Très différent, mais je ne crois pas qu'il puisse être élu, parce que je pense que la politique, c'est malheureusement aussi une affaire de métier, d'expérience, d'organisation, etc., et qui n'a rien de ça. Donc je pense qu'il va être un animateur intellectuel, une campagne très précieux pendant cette campagne. C'est déjà bien. Mais je ne dis pas que c'est pas bien. Moi, je me réjouis qu'il y ait des animateurs intellectuels dans une... Mais je ne crois pas que c'est le favori de l'élection. On y revient avec vous, notamment Gaspard, puisque le libéral de la bande, c'est vous ici. Ouais. Hein. Donc, vous allez en tout cas revendiquer. On y revient dans un instant. Sur cette candidature donc annoncée demain d'Emmanuel Macron, est-ce que vous êtes sceptique sur le point d'arrivée sur mai 2017? On a bien compris que je dis que sur cette élection, le système
présidentiel en lui-même, comme vous le savez. Les libéraux sont pour un système parlementaire ou législatif. Donc l'idée de la rencontre d'un homme et d'un peuple, surtout de nos jours, je trouve que ça devient un peu ridicule. Mais puisqu'on est dans ce système, je trouve que les idées qu'il porte ont beaucoup de mérite. Et quand on parle de libéralisme, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois donc un libéralisme intelligent et nouveau. On l'a dit sur les aspects de droit du travail, mais c'est aussi un libéralisme total, puisque, enfin, en tout cas, dans ce qu'il dit, puisque sur les aspects sociétaux, sur les aspects de religion, sur les aspects de liberté individuelle notamment, il a toujours été assez clair que là, il prenait vraiment plutôt son inspiration à gauche. Et donc c'est un mix qui est assez inhabituel en France, en fait, d'une combinaison d'un libéralisme économique intelligent, régulateur, et d'un libéralisme sociétal qui correspond, à mon sens, en plus timoré à l'émergence des mouvements libertariens aux États-Unis. Et qui a une chance d'arriver en 2017 pour vous? Ça, je sais pas, et d'ailleurs, j'attends de voir la suite de son programme. On va peut-être être déçus, mais en tout cas, si il faut appuyer des choses nouvelles, c'est assez intéressant. Quand je vous écoute, pas s'en lamenter. Quand je vous écoute, je comprends que de l'Élysée, de ce gouvernement socialiste, est né un vrai libéral. Ça, je suis d'accord avec vous. Il faut bien penser, Macron, c'est finalement l'homme du beurre, du beurre, comme on veut le dire. C'est vraiment ce type de libéralisme-là. C'est-à-dire un libéralisme. L'argent du beurre avec moi. C'est le libéralisme de la dérégulation. C'est un libéralisme effectivement ni à gauche ni à gauche. C'est un libéralisme effectivement plus moderne quand vous le comparez à celui de Juppé, ne serait-ce que par l'âge, mais pas seulement, aussi par les traditions. C'est un libéralisme tout à fait inquiétant, parce qu'en effet, c'est un libéralisme sans complexe, sans inhibition. C'est un libéralisme de lutte contre les rentes. Et quand on lutte contre les corps intermédiaires, on luttera à la fois contre l'UNEDIC et contre l'organisation des taxis parisiens. Il est tout à fait logique que Macron veuille à la fois nationaliser l'UNEDIC et que l'État reprenne en main l'organisation du chômage, par exemple, parce qu'il vire la puissance des syndicats et la puissance du paritarisme pour gérer les retraites dans ce pays, et que de l'autre côté, il veuille en effet s'en prendre aux corporations, lutter contre les rentes et libéraliser l'ensemble des secteurs d'activité. Et contre les salariés, qui donnent et contre des les opportunités, pauvres, et contre tous ceux qui souffrent de cette société. Qui donnent des opportunités aux gens qui effectivement sont aujourd'hui pauvres, exclus, et que les systèmes que vous défendez ont toujours maintenu. On propose de prendre un vélo pour aller nous livrer à manger le soir. Ont toujours maintenu dans la cocotte minute. Très bien. Là-dessus, sur cette autre vision finalement du monde du travail, Alain Duhamel, c'est le monde du travail de 2016, quoi. Non, je pense que la façon de présenter Macron est extrêmement sympathique, très positive, mais un peu irénique. Macron, ça n'est pas simplement une espèce de sorcier moderne qui trouve des solutions à tout, mais c'est pas ça, mais qui comprend peut-être le monde moderne mieux que d'autres, et donc qui propose des solutions adaptées. Alors je vais vous dire, je pense qu'il comprend la société qui s'esquisse beaucoup mieux que les autres candidats. Ça, là, j'assume tout à fait cette idée. Je pense que c'est une raison de plus pour qu'il ait peu de chances d'être élu. Parce qu'il y a une union sacrée des autres candidats pour que la marmite reste fermée et pour qu'on fasse semblant d'avoir une société qui ne doit pas bouger. Et lui, il a compris qu'il faut que la société bouge. Alors, dans la direction qu'il indique, ça n'a aucune chance de satisfaire Gérard Miller, évidemment. Mais ça ne beaucoup d'autres gens. C'est son absence de culture politique fait aussi qu'il a les coups franches. Alors que c'est un homme sans inhibition. Il y en a beaucoup actuellement d'hommes sans inhibition. C'est son absence de culture politique, son absence de ça doit vous plaire présence sur l'inhibition comme. Non, les gens sans inhibition m'inquiètent beaucoup quand ils sont aussi bien à la télévision comme à Namla que lorsqu'ils sont en politique comme je ne les aime pas spécialement. Je ne considère pas qu'ils sont tous égaux, mais ils m'inquiètent parce qu'effectivement, je préfère qu'il y ait quelques petites choses parfois qui retiennent les gens. Regardez mon voisin de droite, Gaspard, qui est un vrai libéral. Chaque fois qu'il parle, il me fait peur. Et pourtant, c'est un garçon jeune, sympathique et souriant. Il me fait peur parce qu'il a cultivé. Et même lui cultivé, effectivement. Mais il me fait peur parce qu'on sent finalement que tout ce qu'il appelle les barrières, tout ce qu'il appelle les freins, c'est aussi ce qui protège les plus faibles. Et vous savez ce que disait Mirabeau à propos de Robespierre. Il ira loin parce qu'il croit ce qu'il dit. Et en effet, aujourd'hui, les populations ont besoin de gens qui croient ce qu'ils disent. Et je pense que le succès de Sanders, le succès de Trump, le succès de Corbyn sur des lignes politiques complètement différentes viennent de là. Et que cette absence, ce que vous appelez l'absence d'inhibition, c'est ça. C'est une forme de sincérité. C'est une forme de sincérité qui est particulièrement urgente aujourd'hui. Roland, pour terminer, après on change de sujet. Écoutez, je crois que c'est surtout parmi les candidats que nous avons aujourd'hui à la présidentielle, l'un des seuls qui s'intéresse vraiment à la société française et à la société mondiale, qui voit comment elle marche et qui a une certaine
confiance dans la société civile, qui croit réellement que les acteurs de la société civile, que ce soit les innovateurs, les start-upers, mais d'une façon générale, les chefs d'entreprise, les salariés, les associations à qui il a rendu plusieurs fois hommage ces temps-ci, constituent une espèce de tissu vivant de la société française sur laquelle on peut s'appuyer pour changer et notamment pour lutter contre les inégalités, ce à quoi ont échoué les gouvernements à laquelle la gauche a participé depuis des années. Moi je pense qu'il y a d'une phrase qu'il y a une différence de base entre Emmanuel Macron et les autres candidats, c'est que les autres candidats pensent tous à des solutions passant par l'État. Et que lui pense à des solutions qui passent largement par l'individu et que ça n'est pas du tout la société. Et que ça n'est pas du tout. Ben oui, la société c'est un agrégat d'individus. Je pense que c'est nouveau, mais je pense que c'est en même temps inadapté. Fait pour la société civile et inadapté pour la société politique telle qu'elle est. On en reparlera forcément demain donc avec cette candidature, d'ailleurs dans un centre d'apprentissage devant des jeunes mécaniciens, ça aussi c'est nouveau. Les confessions de Ziad Takedine, ça c'est pas très nouveau mais on en apprend tous les jours. Avec Roland Quérol, Gérard Miller, Gaspard Koenig, Alain Duhamel sur RTL, le porteur de valise passe à table. Une valise comme ça, ça s'ouvre comme ça et l'argent est dedans. Ziad Takedine donc raconte dans une vidéo publiée par le site Mediapart comment il a remis ou il aurait remis 3 valises d'argent liquide préparées par la Libye à Nicolas Sarkozy et Claude Guéant en personne, entre 2006 et 2007, au total 5 millions d'euros. L'homme d'affaires se dit prêt à témoigner devant la justice. Les avocats de Nicolas Sarkozy et de Claude Guéant démentent et annoncent des poursuites judiciaires. Alors l'ancien président et candidat à la primaire a-t-il du souci à se faire ou rien de neuf sous le soleil et Takedine est un peu dérangé sur les réseaux sociaux, Benoît? Ah si, ça rappelle des souvenirs à Malik. Allô, Nicolas Sarkozy, c'est Fabrice de RTL. Pouvez-vous nous confirmer le montant de la valise, s'il vous plaît? Environ 5 millions d'euros, c'est ça, on va pas chipoter, bravo. 5 millions pour un mec qui avait dit non à l'assistanat, grince Loïc. Ça fait pas rire du tout Philippe qui dit mais à quand les menottes, sérieux? Sauf que les Sarkozys balayent ces accusations. Le grand classique à 3 jours d'une élection, Mediapart balance un gros bobard sur Sarko, repris en chœur par la propagande, grince Mistral. Où est la preuve? Où sont les photos de Mandeville ou plus joliment tournées par Alcool? Aveu de veule voyou, vaut-il valise de vérité pour les villes médias? Ouais, ça marche pas, votre fameux monsieur Ziad, il est condamné, déjà attaque le Pémé. Qu'il parle pour de bon et montre ses preuves ou qu'il se taise à jamais, il y en a marre de ces histoires. Isabelle, pour finir. Alain Duhamel, donc le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par la Libye, donc on en a en 2007, on en a beaucoup parlé avec des petites révélations au fur et à mesure. Vous y croyez, vous? Écoutez, il y a eu beaucoup de témoignages, il y a eu beaucoup d'affirmations et il n'y a jamais eu la moindre preuve. Beaucoup de gens morts aussi. Hein. Oui. Enfin, pour l'instant, on n'a pas encore dit que ceci expliquait cela. Non. Non, mais je veux dire, ils sont plus là pour témoigner, c'est ça que je veux dire. Je croyais que vous vouliez dire autre chose. Ah non, qu'on les a tués? Non, voilà. non, pas du tout. Voilà. Ah non, vous me voyez avec l'esprit encore plus mal placé que je n'ai. Bon, mais moi, je veux dire, donc, je ne juge pas sur le fond, parce que la vérité, c'est que tant que j'aurai pas d'éléments, je n'en sais rien. Ces indices sont évidemment déplaisants. Est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont faux? C'est à la justice de le dire. C'est-à-dire d'abord d'établir s'il y a des preuves. Bon, mais cela étant, moi, ce qui me dérange, c'est autre chose. C'est que avant le premier débat, il y a déjà eu une série de papiers dans Le Monde qui était terrible. Maintenant, il y a le dernier débat et il y a ça qui sort justement 3 jours avant. Je trouve que franchement, on a des années, on avait des années pour tout ça. Hein, on avait des années pour tout ça. Et ça fait un peu quand même qu'ils cherchent à peser sur le scrutin. Et moi, j'aimerais mieux que ce soit d'autres arguments et d'autres éléments qui pèsent sur ce scrutin. Oui, jusqu'à maintenant dans cette affaire, le seul qui ait été pris la main dans le sac avec une valise pleine de billets, 1,5 million d'euros, mais il partait de France, il était au Bourget, c'était monsieur Takedine lui-même. Absolument. Là, une preuve. Il y a eu quand même, si je peux me permettre, c'était dans l'autre sens. Si je peux me permettre, il y avait quand même aussi Boris Boyon, non, le jeune ambassadeur qui partait lui en Belgique, tout à fait. proche de Nicolas Sarkozy, avec beaucoup moins d'argent, mais il avait du liquide dans sa sacoche, 300 000 euros. Je parlais de ceux qui étaient concernés par le récit. Par le récit, d'accord, pardon. Mediapart, Le Monde, etc. D'accord, pardon. Vous savez, imaginons un instant que cette affaire soit vraie. Comment pouvez-vous imaginer qu'on puisse jamais le prouver?
un transfert d'argent liquide, que ce soit par des enveloppes, comme on en avait parlé au moment de l'affaire Bettencourt, ou que ce soit par des valises dont M. Takieddine nous explique que ça s'ouvre avec un zipper, etc. Comment voulez-vous, des années après, de surcroît, de faire la preuve d'un transfert d'argent liquide entre des personnes? C'est évidemment impossible. Contrôle, je vous donc on peut accumuler les présomptions. Aucune des présomptions ne sera de nature à convaincre les uns ou les autres. Ou ceux qui seront convaincus, c'est pour des raisons proprement politiques ou personnelles. Donc je pense que voilà, on a des éléments de plus qui sont versés par les acteurs de ce psychodrame et on n'aura jamais de preuves. Alors, je serais plus nuancé que vous, parce qu'effectivement, le propre des espèces, c'est que ça circule pas de la même façon que les chèques. Maintenant, sauf erreur de ma part, il y a des moments où on a vu parfois des espèces reversées sur des comptes. Ça a été le cas au moment de ce qu'on a appelé, à un moment donné, l'affaire Balladur. Il me semble qu'il y a eu quand même pas mal d'argent, tout d'un coup, en espèces, sur le compte. Mais c'est théoriquement le cas ici pour M. Guéant et les Alors, 500 il y a 000 aussi euros le cas de M. Guéant, c'est un deuxième exemple où... Mais c'est la même affaire, c'est la même affaire. Oui, mais donc il y a parfois, effectivement, des traces que laisse quand même cet argent. Il y a aussi... Pour l'instant, traces non retrouvées. Hein. Oui, d'accord, mais donc c'est vrai. Après, il faut juste dire une chose qui ne prouve pas du tout qu'il y a des coupables, c'est que j'ai regardé les sommes qui étaient en jeu dans les transactions de M. Takieddine. J'ai dû déjà entendre parler de ces sommes. C'est pas quelques millions, c'est pas quelques dizaines, c'est pas quelques centaines de millions. Il y a des transactions parfois qui sont en milliards. Non, mais sur la campagne, en l'occurrence, on parle de 50 millions sur la campagne. Takieddine lui-même avait, chez Ruquier, évoqué 400 millions d'euros. Non, je veux dire par là que nous sommes avec des gens qui touchent des sommes phénoménales, puisque c'est effectivement quand quelqu'un est intermédiaire, c'est pas illégal qu'il soit rémunéré. La question, c'est effectivement les rétrocessions qui font que le vendeur à l'occasion touche de l'argent. Je suis d'accord avec vous dire qu'on n'aura pas la preuve, mais il commence à y avoir à un moment donné une accumulation quand même de témoignages qui sont en tout cas problématiques. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas juge. À condition, moi non plus, et à condition de tenir compte du fait que ceux qui font ces affirmations aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, c'est-à-dire en gros presque 10 ans après, enfin 10 ans après, ceux qui font ces affirmations aujourd'hui sont des gens qui sont en même temps eux-mêmes poursuivis et eux-mêmes considérés comme... peut-être coupable. Donc leur parole, ça peut être aussi une défense personnelle en même temps qu'une accusation. J'aimerais rebondir là-dessus parce que j'ai trouvé assez incroyable l'interview de Mediapart que j'ai regardé, où le journaliste pose des questions, mais était comment la valise, ça s'ouvre de quel côté, vous l'avez mis dans quel coin de la pièce, des choses on n'a rien à faire, et qui déroule le tapis à Takieddine, et puis à la fin ils disent mais pourquoi vous le sortir maintenant à 3 jours de l'élection, et Takieddine dit le peuple français doit savoir la vérité. On parlait de sincérité tout à l'heure, il serait quand même légitime pour le journaliste d'interroger un peu Takieddine et de le cuisiner un petit peu sur ses motivations, parce que là, honnêtement, ça peut être une vengeance. Voilà, une vengeance il y a tellement politique. 1000 raisons possibles que c'est surtout difficile ça peut être d'autant plus une vengeance politique que entre Sarkozy et la Libye, messager. Il y a eu d'abord beaucoup de proximité et ensuite une guerre. Takieddine qui avait traité le site Mediapart des pires menteurs que l'histoire ait jamais connus. Il faut s'en rappeler, ça aussi. Depuis l'eau a coulé sous les ponts. Allez, la COP22, on en débat dans un instant.